Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Marcher pour décider, pratiquer la marche d'inspiration et déclencher nos transitions de vie, de Chiara Kirchner, lu par Catherine Pajon. La marche est favorable à ce monologue, à cette répétition de fragments souvent inconséquents. Elle permet de laisser les mots advenir, de dégager un ordre sous-jacent que l'on ne faisait encore que pressentir. Albéric Dardivilliers, l'écriture de l'ailleurs. Ma première marche d'inspiration. Dois-je créer mon entreprise ? Persévérer dans la nouvelle voie pour laquelle je me suis passionnée et formée ces dernières années ? Revenir à mon métier d'avant, quitte à renoncer à mon besoin de sens au travail ? Autant de questions que je me posais quelques années plus tôt, au mois de novembre. Chaque voie envisagée comportait ses avantages et ses inconvénients. Des événements, rencontres, conversations, opportunités venaient régulièrement corroborer l'une ou l'autre de ces options. Je me réveillais futur chef d'entreprise après une soirée réseautage, grisée par la promesse d'exprimer mes talents singuliers. Je devenais chercheuse en fin de matinée à la suite d'un mail que je n'attendais plus, convaincue par l'utilité de ce noble métier. Pour finir la journée en bonne directrice d'études, le métier que j'ai exercé pendant 20 ans, avant d'être piquée par la mouche de la reconversion en parcourant les offres d'emploi sur LinkedIn. Dur de s'y retrouver. J'avais plutôt l'impression de tourner en rond. Comment trouver les bons repères ? Quels critères de choix retenir ? Dans quelle direction aller ? Comment ne pas être influencé par les autres ou par des envies éphémères ? Dois-je écouter cette nouvelle voix qui me souffle des mots comme sobriété, impact ? Et si je me trompe de chemin ? Jusqu'où me faire confiance ? Quelle destination choisir et comment m'y tenir ? Pourtant, quelques années auparavant, ayant repris mes études universitaires en parallèle de mon activité de conseil, j'étais convaincue qu'à 40 ans, je me serais reconvertie dans l'enseignement et la recherche. J'avais quitté Paris pour Annecy, en quête de nature et d'un cadre de vie plus sain pour les enfants. Exit les talons aiguilles, les after-work. Bienvenue les chaussures de randonnée et les séances de stand-up paddle sur le lac. Qu'est-ce qui me faisait encore douter ? J'ai fini par trouver un point de départ d'où examiner ces différentes voies, les comparer et devenir capable d'en choisir une. Il s'agit de la thèse de doctorat que j'ai réalisée en reprenant mes études universitaires. Elle étudie l'impact d'un voyage en itinérance sur les changements de voie et de vie. Un des principaux résultats concerne le pouvoir de la marche de déclencher des prises de décision telles que déménager, améliorer son hygiène de vie, faire un choix affectif, adopter un style de vie différent et changer de travail. Bonus. Plus il y a d'incertitudes, de doutes, de souffrances même au départ du voyage, et plus il y a de décisions à la suite du voyage, notamment à pied. Et si j'essayais une itinérance en modèle réduit ? Pourquoi je ne profiterais pas moi-même du pouvoir de la marche ? Et si je trouvais, grâce à elle, ma voie ? Me voilà partie à pied sur les hauteurs de ma ville, Annecy, sur un sentier qui gravit le mont Semno. Au moment de partir de chez moi, première surprise. J'ouvre la porte de la maison, je sors, mais impossible de fermer la porte de l'extérieur. La clé reste coincée dans la serrure, entre deux tours. Heureusement, je peux utiliser une porte secondaire, située au rez-de-chaussée, qui permet d'accéder directement à mon bureau. Je referme la porte principale, je descends dans mon bureau, là où j'ai créé ma première entreprise de conseil, là où j'ai écrit ma thèse, et je sors par là. Tiens. Je suis déjà entrée dans le vif du sujet, alors que je ne suis pas encore sur place. Quelle porte fermer ? Laisser derrière moi le conseil et la recherche ? Tandis que je me rends en voiture au point de départ de la marche, un autre événement me suggère que le processus de choix est avant tout un processus de renonciation. C'est la fête du saint patron de la ville, et une grande braderie est organisée, qui attire les foules en cette période avant Noël. De la marchandise à déstocker envahit les rues de la ville. Des embouteillages ralentissent mon avancée vers le parking au bord du lac, d'où part le sentier. Je me dis qu'il va falloir me focaliser sur ce que je suis disposée à lâcher, comme des strates de vêtements que j'enlèverai.
Je finis par arriver à destination. Quelques minutes à peine après avoir commencé à marcher, alors que je traverse un hameau situé sur les flancs de la montagne, je tombe sur un vieux châtaignier. En le découvrant, je me souviens de ce que m'avait appris une agricultrice rencontrée pendant une mission de recherche dans le parc des Baronnies, un an auparavant. Elle m'avait raconté que les vieux châtaigniers peuvent être morts et vivants à la fois. À l'intérieur d'un vieux châtaignier, désormais asséché, un jeune arbre peut pousser. Cette image m'avait beaucoup marquée. Ce à quoi je dois renoncer, ce que je dois lâcher, est-ce avant tout une partie de moi-même? Cette partie de moi-même désormais ancienne, va-t-elle permettre à une nouvelle version d'éclore? Cette partie ancienne, est-ce l'option de la recherche, la moins réaliste au vu de mes maigres chances de passer le concours? Cela veut-il dire qu'en la quittant, une nouvelle voie pourrait se développer? Je reprends la marche. Je quitte la route goudronnée à la fin du hameau et j'emprunte un chemin en terre qui devient vite très boueux, car il a beaucoup plu la veille. Un engin à moteur avec de gros pneus vient de passer, laissant des grosses traces. J'essaie de passer à droite. Impossible. Les chaussures s'enfoncent de plusieurs centimètres dans la boue, ce qui rend la progression très pénible. Du côté opposé, ça n'a pas l'air mieux. Je décide de quitter le chemin et de le contourner par la gauche, par la forêt, où le tapis de feuilles et d'aiguilles de cette fin d'automne rend la démarche plus aisée. Je me dis spontanément: attention, à force de contourner et de prendre du recul, tu vas te retrouver trop loin. Il faudra bien se mouiller un jour. J'ai la fâcheuse tendance à tout remettre en question, puis à tourner en rond, à procrastiner, à ne pas prendre de risques. Et si c'était ça le problème? Ma peur de sortir de ma zone de confort. En résumé, à mal utiliser le temps que je m'accorde pourtant pour la réflexion et la prise de décision. Une fois acculée, le dos au mur, je suis la spécialiste des ruptures sèches. Je quitte L'Oréal, je pars de Paris, je reprends une thèse de doctorat à 40 ans, que je n'assume pas jusqu'au bout. Je travaille sur la thèse tout en créant une activité de conseil, sans trop m'efforcer de me créer un réseau universitaire. Je continue à m'occuper de mes enfants, bien davantage qu'une professionnelle à temps plus que plein ne pourrait le faire. Je prends des décisions à moitié. Bref, pas de quoi être très fière à ce stade de ma trajectoire professionnelle. Juste avant de regagner le chemin, en plein milieu d'un groupe d'arbres, j'aperçois un petit panneau qui indique que je me trouve dans un îlot de sénescence. Je lis les informations sur l'écriteau. J'apprends que dans cette zone de la forêt, on laisse les arbres mourir. En même temps, des espèces animales et végétales profitent des cavités pour y habiter et de la décomposition pour proliférer. Je découvre que 25% de la biodiversité forestière se développe à partir de bois morts. Sans trop savoir pourquoi, je pense d'emblée à mes difficultés relationnelles avec mon dernier fils de 16 ans, à ma posture en tant que mère, à mon style parental très contrôlant, surprotecteur. En contradiction avec mon idéal de parentalité responsabilisante qui contient sans étouffer, un peu comme le vieux châtaignier qui laisse pousser le jeune, ou le vieux bois qui permet aux oiseaux de nicher et aux champignons d'incarner leur rôle de réseauteurs de la forêt. Sérieusement, c'est ça dont il s'agit? Moi qui pensais être venue réfléchir sur des sujets professionnels, me voilà aux prises avec le deuil de la maternité, le rôle de la femme et tutti quanti. C'est à ce moment précis de prise de conscience du glissement de la thématique de ma marche, alors que je suis en train de prendre la photo du panneau «Îlot de sénescence», que mon portable sonne. Et que je suis en mesure de répondre, car mon téléphone est en silencieux et je n'ai vu cet appel entrant que parce que j'avais le nez dessus. C'est mon fils. Sacrée coïncidence. C'est que son appel doit avoir un sens bien précis. Je décroche. Il m'annonce qu'il a eu un accident de scooter. Rien de grave, simplement le scooter ne démarre plus. Il l'a laissé sur le rond-point à une centaine de mètres de la maison et il tient à me prévenir, au cas où je le verrai en rentrant. J'essaie de rester calme. Je lui demande si ça va. Il me dit que oui, qu'une dame très gentille s'est occupée de lui et l'a ramené à la maison. Oh, tiens, je ne suis pas indispensable. En cohérence avec mes réflexions en cours, je passe en mode responsabilisation
et on échange sur ce qu'il faut faire pour récupérer le scooter. Mon fils me dit qu'il veut réessayer plus tard de le faire redémarrer et que, pour l'instant, il a besoin de se poser un peu à la maison. On raccroche. Tout semble aller bien, sauf que... Une colère monte. Je le rappelle. Je lui demande s'il était assez protégé par ses vêtements. Je sais que non. Il me dit que, de toute façon, il n'a rien eu. Je lui fais remarquer qu'en doudoune et slippers, il a risqué le pire. Je m'énerve. Mais j'en veux à qui? À mon fils? Est-ce bien raisonnable d'être en colère auprès de son fils qui vient d'avoir un accident? Est-ce uniquement de la colère ou de la culpabilité aussi, pour ne pas avoir été à la place de cette dame et ne pouvoir prendre soin de mon fils, sachant qu'au lieu de ça, je me consacre à mes errances autour de mon nombril? Et si cette culpabilité cachait de la jalousie envers la dame qui l'a ramené à la maison, genre c'est mon fils, qu'est-ce qui t'a pris de jouer un rôle maternel avec lui? Toutes ces pensées me prennent aux tripes, littéralement. J'ai mal au ventre. J'ai envie de pleurer, mais je suis trop tendue pour me laisser aller. Pour le laisser aller? Pour assumer pleinement qui je suis maintenant, mon besoin de m'épanouir professionnellement, de retrouver mon autonomie financière? Pour ne plus me considérer comme indispensable et toute puissante vis-à-vis de mes enfants? Pour me débarrasser du superflu, quitter le costume de maman poule ou tigre, poule tigre? Redevenir courageuse, oser me lancer, prendre une décision et l'assumer jusqu'au bout? Parmi toutes les options à ma disposition, la seule que je n'ai pas encore expérimentée est celle de la création d'une nouvelle activité d'accompagnement du changement, qui implique justement d'adopter une posture basse et par là même de responsabiliser et de rendre autonome. Sur le plan personnel, cela revient à accepter que tout ne dépend pas de moi, concernant, par exemple, les enfants. L'inspiration recueillie m'oriente vers la plus originale de mes options, celle de créer mon entreprise pour accompagner les personnes désireuses de changer de travail et, plus largement, de vie. Cependant, à ce stade de ma marche, et bien que je commence à entrevoir le bout du tunnel, je suis révoltée, survoltée, je marche vite, je m'essouffle, je peste. J'arrive à une clairière où se trouvent, disséminés ici et là, des troncs d'arbres coupés. Je m'assois sur l'un d'eux, je pleure. La colère se transforme petit à petit en tristesse. Je fais demi-tour. Ça ne s'arrange toujours pas avec mon fils. Encore des coups de fil agités. Je me perds 2 fois, puis je parviens au parking, épuisée. J'ai l'impression que je ne vais jamais arriver à incarner mon idéal de parent, de chef d'entreprise, de mentor, que je ne vais jamais m'assumer jusqu'au bout, que je ne vais jamais prendre des décisions entières. C'est là que je vois un rapace voler au-dessus de ma tête. Je m'imagine que c'est un aigle. Mais vu l'altitude et la proximité de la ville, ça doit être plutôt un chouca. Qu'est-ce que cet oiseau m'enseigne sur le fait de s'élever et d'élever? Comment élève-t-il et éduque-t-il? Un aigle défend le nid bec et ongle pendant 1 an après la naissance de l'aiglon. Ensuite, il doit partir, à la recherche de son territoire et de son partenaire. Il y a un temps pour tout, pour la proximité et la distance, pour l'attachement et la libération, pour jouer un rôle et s'en détacher, ou le jouer autrement, pour réaliser un rêve, puis passer à un autre. C'est si dur de faire un choix, car c'est avant tout une histoire de deuil, de renoncement, de transformation et de renouveau. Dans mon cas, ça a été particulièrement dur, car je traversais une crise d'autonomie. Je devais réapprendre à me tenir à la juste distance des miens et des autres, pour me responsabiliser et m'assumer. L'option qui m'attirait le plus après la marche me poussait à aller dans ce sens, car elle impliquait d'incarner cette posture sur le plan personnel et professionnel. Mon critère de choix principal était la cohérence avec ma démarche de responsabilisation et ma valeur d'autonomie. À la fin de cette marche d'inspiration, j'ai choisi de devenir mentor en transition professionnelle. J'ai complètement quitté le marketing et le monde universitaire. J'ai choisi de devenir un mentor créatif. Pour une fois, cette transition ne s'inscrivait pas dans la rupture, mais dans la continuité avec mon expérience professionnelle précédente.
J'ai été formée aux techniques de créativité. Pendant toutes les années où j'ai travaillé comme responsable d'études de marché, je les ai pratiquées pour accompagner l'innovation. Ma thèse portait sur le pouvoir créatif de la marche. J'ai alors créé une méthode d'accompagnement du changement de travail et de vie à partir des résultats de ma thèse, appelée Art de l'itinérance. La marche d'inspiration, la technique de créativité que j'ai développée, en est le cœur. Ce livre va parler de la marche d'inspiration, véritable levier de transformation qui m'a permis de grandir, de devenir plus responsable et autonome, et de trouver ma voie professionnelle. Partie 1. Pourquoi marcher pour décider? Il y a une quinzaine d'années, j'ai participé à une formation en créativité appliquée à l'innovation. Cette formation comportait, entre autres, une session d'un week-end dans une ferme près de Paris. Le but était de sortir du cadre et d'apprendre à animer un atelier en entreprise. Me voilà dans la grange, en train d'expérimenter des techniques de brise-glace, sorte de jeu pour créer la dynamique du groupe. Une des techniques proposées est la machine humaine. Chaque stagiaire, debout en cercle, réalise à tour de rôle un mouvement qui reprend et fait évoluer celui de la personne qui le précède. Au départ sceptique et embarrassé, je fais en sorte de me positionner loin du formateur qui commence le jeu, pour mieux observer les premiers mouvements proposés et m'en inspirer. Lorsque c'est à moi, je respecte fidèlement les consignes et ça passe. Personne ne me regarde bizarrement ou ne rit. Ouf, tout le monde se prend finalement au jeu, se détend. Nous continuons quelques minutes le mouvement collectif et faisons évoluer nos mouvements au gré de nos inspirations. Les évolutions des mouvements des autres, les envies spontanées, les bruits en provenance de l'extérieur. Je trouve que ce mouvement collectif pourrait bien raconter quelque chose, un peu comme une chorégraphie. Si quelqu'un sortait du cercle et se mettait à le regarder de l'extérieur, il pourrait le traduire en un conte. Qui sait combien d'idées pourraient émerger d'un tel exercice? Le conteur pourrait également se focaliser sur une personne à la fois et imaginer son histoire singulière au sein du groupe. Ou bien, chaque stagiaire pourrait, à la fin de l'exercice, écrire l'histoire qu'il s'est racontée pendant l'exécution du mouvement, et de là, générer des idées pour résoudre un problème, lever un doute, trouver une troisième voie, insoupçonnée mais pleinement satisfaisante, pour sortir d'un dilemme. Bref, tout ce pourquoi on fait appel à la créativité, qu'il s'agisse de l'appliquer à l'innovation dans le cadre professionnel ou à son développement personnel. Malheureusement, rien de tout cela n'arrive. Cet exercice n'a pas d'autre finalité que de créer une dynamique de groupe. Pendant tout le week-end, nous n'avons utilisé les techniques corporelles de créativité, celles-ci et d'autres comme la biodanza, une méthode de développement personnel fondée sur la pratique de la danse et de la musique, que comme brise-glace ou comme jeu pour occuper nos soirées. Or, ces techniques corporelles ont de toute évidence un potentiel redoutable en matière de génération d'idées, et donc de résolution de problèmes, doutes, dilemmes et compagnie. En tout cas, elles l'ont eu pour moi. Ce week-end-là, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise, et j'ai généré beaucoup plus d'idées lors des jeux en mouvement que lors de l'expérimentation des techniques faisant appel à l'imaginaire, qui ont occupé la majeure partie du week-end de formation. La pire expérience pour moi a été un exercice consistant à poursuivre un récit amorcé par le formateur, une sorte de machine humaine de l'imagination. Les yeux fermés, assise sur une chaise, j'avais l'impression d'entrer dans l'inconscient, les fantasmes et les pulsions de chaque stagiaire. C'était troublant et désagréable, et je ne trouvais pas d'idée qui vaille en relation à l'objectif qu'on s'était fixé. À la fin de la session, j'ai posé une question au formateur. Pourquoi reléguer les techniques corporelles aux marges des ateliers de créativité? La réponse a été multiple et vague. Premièrement, ça embarrasse les gens. C'est vrai, mais seulement au début, et il suffit de proposer une technique simple avec assurance, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Deuxièmement, ça peut générer des émotions difficiles à contrôler, comme celle d'une participante lors de la biodanza le premier soir. Or, au lieu de voir cela comme un incident, pourquoi ne pas retracer l'origine des larmes de cette pauvre femme,
Il y a peut-être là un trésor d'idées, un potentiel d'efficacité qui passe par l'intelligence émotionnelle. Enfin, ce n'est pas considéré comme assez sérieux. Il n'y a que les enfants qui jouent avec leur corps, c'est vrai, mais ne dit-on pas que les enfants sont plus créatifs que les adultes? Alors, que fait-on? Il m'est apparu clairement que ce qui retient d'utiliser plus abondamment les techniques corporelles, c'est qu'on ignore comment elles peuvent permettre de générer beaucoup d'idées valables, au moins chez certaines personnes, et pourquoi cela arrive. Et quand on ne sait pas, on ne fait pas. Quel gâchis tout de même. J'ai décidé, à l'issue de ce week-end, de consacrer le reste de ma carrière à étudier le pouvoir créatif du mouvement, qu'il s'agisse de trouver des idées pour créer quelque chose ou sa vie. J'ai d'abord choisi la créativité corporelle comme sujet de mémoire pour sanctionner ladite formation en créativité appliquée à l'innovation. J'ai commencé à développer et à expérimenter des techniques corporelles de créativité que j'ai proposées en cours à l'université et à mes clients dans le cadre de mon ancienne activité de consultante en innovation. Et j'en ai fait l'objet du travail conceptuel de ma thèse de doctorat. Aujourd'hui, j'utilise la créativité corporelle pour accompagner le développement professionnel et personnel de personnes qui souhaitent prendre les meilleures décisions et donner plus de sens à leur vie, professionnelle ou personnelle, le plus souvent les deux en même temps, car quand il s'agit du sens, certaines différences ne tiennent plus. Je pratique aussi très régulièrement la créativité corporelle, la marche d'inspiration en particulier, mais également le body-mind centering, une pratique corporelle qui s'appuie sur l'étude et l'expérimentation de l'anatomie et de la physiologie. Le Life Art Process, une pratique psychosomatique qui utilise la danse, le dessin et la narration pour favoriser la créativité et l'épanouissement personnel. Et la danse contemporaine. Si je n'avais pas fait l'effort de comprendre pourquoi et comment ce genre de créativité fonctionne, je ne la pratiquerais pas, ou en tout cas pas de manière si efficace. Alors, je vous invite dans ce livre à comprendre pourquoi et comment marcher aide à décider. Chapitre 1. Qu'est-ce que la marche d'inspiration? Commençons par nous mettre d'accord sur ce que l'on entend par marche d'inspiration. Les techniques corporelles de développement professionnel et personnel sont assez peu connues. C'est normal de ne pas avoir les idées tout à fait claires sur la différence, par exemple, entre marche d'inspiration, coaching en marchant et bain de forêt. Et pourtant, il s'agit de techniques bien distinctes. Ce chapitre démarre par un effort de distinction de toutes ces techniques qui impliquent la marche, en partant du coaching en marchant qui est de plus en plus diffus, de manière que vous puissiez partir d'un terrain relativement connu pour vous en éloigner progressivement et approcher celui, assez méconnu, de la marche d'inspiration. Une fois la marche d'inspiration mieux encadrée, vous pourrez en saisir le caractère unique. Il s'agit d'une technique autobiographique, une manière de faire le plein d'idées pour la suite à donner à sa trajectoire de vie, qu'il s'agisse de prendre une décision concernant une sphère en particulier, par exemple le lieu de vie, la famille, le travail, ou plus généralement son mode de vie. L'objectif sera ensuite de vous en présenter les 3 caractéristiques principales, qui dérivent toutes de cette dimension autobiographique. Ces spécificités sont l'itinérance, l'inattendu et la présence. Mais procédons par ordre et méthode et commençons par distinguer la marche d'inspiration d'autres techniques similaires. 1. Définir la marche d'inspiration. Trop chouette ce que tu fais, tu coaches en marchant. J'ai souvent entendu cette phrase. D'une part, elle me fait plaisir, car elle montre de l'enthousiasme pour mon outil principal d'accompagnement à la décision, la marche. D'autre part, à chaque fois que je l'entends, je me dis que la description de ma méthode d'accompagnement aux transitions professionnelles et existentielles manque de clarté. Je vais donc vous expliquer en quoi consiste mon travail et, surtout, mon outil de travail, la marche d'inspiration. Commençons par ce qu'elle n'est pas. La marche d'inspiration n'est pas du coaching en marchant. La marche est de plus en plus utilisée en développement personnel et professionnel, comme moyen de faciliter la réalisation d'objectifs ou d'accompagner le changement, qu'il soit individuel ou collectif.
De plus en plus de coachs y ont recours, s'appuyant sur l'habitude de plusieurs managers célèbres de pratiquer des réunions en marchant, desquelles surgissent des idées originales et utiles. Un exemple connu de tous, Steve Jobs. S'il est vrai que la marche favorise les échanges et la génération d'idées nouvelles et pertinentes, alors pourquoi ne pas l'utiliser pour aider autrui à trouver des solutions dans les moments de doute, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes pour la suite de sa trajectoire de vie? Attention, spoiler. Oui, on peut utiliser la marche pour clarifier ses idées et accompagner le changement, qu'il s'agisse de décider de sa vie personnelle ou professionnelle, mais de plusieurs manières, dont celle de marcher et d'instaurer en même temps un dialogue entre accompagnant et accompagné, pendant lequel le premier guide le second. Le walk and talk ou walk and coach. Or, ce n'est pas ce qui se passe dans la marche d'inspiration. La preuve, on la pratique en solitaire ou sans se parler, si on est en présence de plusieurs pratiquants ou d'un accompagnant. La marche d'inspiration ne comporte pas de guidage professionnel pendant sa réalisation, uniquement avant et après. Pendant, si l'accompagnant est présent, celui-ci ne fait que montrer comment procéder pendant la marche et ne répond qu'à des questions techniques de clarification des attitudes et comportements à adopter. La marche d'inspiration n'est donc pas une technique de coaching. Le coaching en marchant est très efficace. Ce n'est pas parce que je ne crois pas en son utilité que je ne le pratique pas. Il est d'ailleurs de plus en plus utilisé et plébiscité, en particulier dans la région où je vis et travaille, au pied des Alpes, où nous disposons d'un tas de chemins faciles pour la pratiquer, et où beaucoup d'habitants sont férus de randonnée et de bien d'autres sports outdoor. La marche d'inspiration est une technique aussi efficace et plus singulière que le coaching en marchant. C'est difficile de la mettre dans une case. Avec ce nom, vous me direz, elle évoque plus une belle randonnée que du coaching professionnel. Mais ce n'est pas de la randonnée non plus. La marche d'inspiration n'est pas une randonnée. La marche d'inspiration n'est pas une promenade ou une randonnée. Son but n'est pas la réalisation d'un itinéraire, avec son cadrage de distance, durée et degré de difficulté ou technicité, par exemple le dénivelé. Il ne s'agit pas non plus de partir se promener entre copines 1 heure au bord du lac d'Annecy, plus ou moins rapidement, et on l'espère sans ces bâtons aussi bruyants qu'inutiles. Ni de faire la tournette, randonnée de presque 2000 mètres de dénivelé en partant du lac, que d'aucuns ici font en seulement 2 heures et demie. L'objectif n'est pas de profiter d'une vue, ou de savourer le goût de l'effort, ou de satisfaire toute autre motivation esthétique, ni de communiquer à ses followers qu'on a la chance d'être à Annecy, ou la capacité de monter rapidement à plus de 2000 mètres. Je me promène moi-même régulièrement au bord du lac d'Annecy et randonne sur la Tournette en commençant à mi-chemin, et en 4 heures. J'en profite pleinement. Je peux même poster des jolis clichés sur Instagram pour documenter l'expérience. Mais dans ces moments-là, je ne m'adonne pas à la marche d'inspiration. Le but de la marche d'inspiration est avant tout de marcher et d'accueillir les idées qui surgissent. Peu importe la durée, de quelques minutes à quelques heures, la typologie du chemin emprunté, bitume, terre, le genre de milieu traversé, naturel, rural, urbain. Peu importe également si ce qu'on voit est joli ou moche, ou si nous ne fournissons aucun effort physique. Ce qui importe, c'est que ce soit un moment que l'on prend pour soi, pour favoriser l'introspection. On en a déjà dit beaucoup sur les vertus de la marche en matière de stimulation des idées, depuis les philosophes de l'Antiquité, Aristote, Diogène, Épicure, les stoïciens, jusqu'aux contemporains, Frédéric Gros, Charles Pépin, en passant par Jean-Jacques Rousseau. Un peu par chauvinisme, un peu par romantisme, j'aime bien citer ce dernier, et plus particulièrement un passage des Confessions. Cette citation se trouve sur un panneau d'interprétation patrimoniale au début du chemin de Jean-Jacques à Chambéry, un des itinéraires que je propose à mes stagiaires pour pratiquer la marche d'inspiration. La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. La marche aide à penser, sans besoin d'autre guidage. Elle permet de générer des idées malgré nous.
Des idées aux solutions et à la prise de décision, il n'y a qu'un pas, celui de la marche d'inspiration. Mais n'allons pas si vite. Il y a une autre pratique qui se réalise en solitaire et qui sert à trouver des idées, la marche créative. La marche d'inspiration comporte quelques similitudes, mais surtout des différences avec cette autre technique. Voyons lesquelles. La marche d'inspiration n'est pas la marche créative. La marche créative sert à générer des idées nouvelles pour accompagner l'innovation. Elle a été étudiée et pratiquée pour développer la capacité à résoudre des problèmes et à trouver des nouvelles idées concernant le développement d'un produit, d'un service, d'une organisation, d'une entreprise, etc. Dans le cadre de 2 études scientifiques, avec groupe de contrôle notamment, qui ont prouvé son efficacité au début des années 2010, la marche créative a bien été pratiquée individuellement, en silence, dans un milieu sauvage ou bien dans l'enceinte d'un campus. Mais son efficacité n'a été étudiée et prouvée qu'en relation avec le simple fait de marcher. Ce qui n'a pas été étudié ni prouvé, c'est l'impact d'éléments spécifiques de l'environnement sur les idées générées pendant la marche. À la différence de la marche créative, la marche d'inspiration implique une attention particulière pour tout ce qui interpelle dans l'environnement traversé. Elle ajoute une strate d'efficacité à la marche créative. La correspondance entre la résolution recherchée au problème, doute, dilemme, questionnement, et les évocations associées à ce qui attire notre attention et stimule notre perception. Un objet, un bâtiment, un arbre, un passant. Le ressenti pendant la marche d'inspiration est donc clé, mais il a un rôle bien défini. En cela, la marche d'inspiration est différente aussi de la marche sensible. La marche d'inspiration n'est pas la marche sensible. Marcher et se laisser inspirer par des éléments de l'environnement, c'est une activité qui permet d'éveiller nos perceptions sensorielles, nos émotions, notre imaginaire. C'est ce que nous rappelle le sociologue David Le Breton à chaque livre qu'il a écrit sur le sujet, comme Marcher, Éloge des chemins et de la lenteur, 2012, ou Marcher la vie, un art tranquille du bonheur, 2020. Ce pouvoir non rationnel affecte sûrement les pensées qui émergent pendant ce genre de marche. Seulement, celles-ci ne sont pas dirigées vers un objectif, vers la résolution d'un problème, comme dans la marche d'inspiration. Autrement dit, elles ne sont pas des idées au sens créatif du terme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.